Je vais tout de suite passer la parole à Christelle Assalier, qui est directrice générale de l'AREC. Elle va nous expliquer en deux mots ce qu'est l'AREC si vous ne connaissez pas, et qui va nous faire pareil une petite introduction avec les enjeux de ce thème, donc adaptation du bâti, comment et pourquoi accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Et ensuite, c'est donc Francisca, excusez-moi, Marchesane qui va nous faire le petit focus régional sur cette rénovation énergétique des bâtiments. Christelle, je vous en prie. Donc, qui est notre garante, excusez-nous, comme avec le risque qu'il s'agit pour le club d'avant, Christelle est notre garante pour ce club adaptation du bâti. Je vous écoute. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc je suis Christelle Assalier, directrice de l'AREC. L'AREC, c'est le département énergie-climat de l'Institut Paris Région. Donc, je ne suis pas directrice de ce département. Et nous avons donc simplement sur la question de l'AREC, sur la question de transition énergétique, d'adaptation au changement climatique, et évidemment donc, sur cette question de la rénovation énergétique du bâti, notamment en Île-de-France. Donc c'est vrai que le journal du Grand Paris m'a proposé d'être garante pour ce groupe qui est assez cohérent d'ailleurs avec les missions de l'Institut Paris Région pour apporter un regard neutre et une aide finalement dans les réflexions au regard des différents travaux expertiques que nous avons au sein de l'Institut. Alors très rapidement, évidemment, c'est pas une mince affaire hein, que de parler et de s'engager sur cette question de l'accélération de la rénovation énergétique du bâti. Quelques éléments rapides hein, de contexte, vous le savez, mais c'est toujours important de le rappeler. Le secteur du bâti, hein, que ce soit les logements et les bâtiments tertiaires, sont le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre et consommateur d'énergie en Île-de-France. Le deuxième, c'est les transports. C'est vraiment une particularité francilienne, puisque au niveau national, c'est plutôt les transports. Vraiment, premier secteur hein, émetteur-consommateur, 48% des émissions de gaz à effet de serre, les 2 tiers des consommations d'énergie. Donc, c'est un enjeu majeur par rapport à, c'était rappelé d'ailleurs lors de la table ronde, la SNBC, les objectifs, l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone en 2050, et donc qui fixe un objectif de rénovation de l'ensemble du parc existant d'ici 2050 à un niveau de performance BBC, donc bâtiment basse consommation ou label équivalent. On a également, mais bon, très rapidement, le décret tertiaire, on reviendra, qui concerne les bâtiments tertiaires. Donc, c'est vrai que cette obligation concerne aussi bien les logements que les bâtiments tertiaires, le décret tertiaire pour les surfaces de plus de 1000 mètres carrés. Et puis, ça a été évoqué aussi hein, lors de la première table ronde, la loi climat résilience, où on a évolué là vers des mesures plus coercitives, déjà mesures incitatives, mais la plus coercitive vis-à-vis des propriétaires bailleurs des logements les moins performants, étiquette EFG. Et on reviendra rapidement d'ailleurs sur les éléments par rapport à cette loi. Donc on a évidemment des objectifs environnementaux forts par rapport aux enjeux que je rappelais, climat, énergie, mais aussi des enjeux sociaux qui sont posés, économiques, sont posés par cette question de la rénovation énergétique, puisque on constate que à la fois au niveau du rythme et de la qualité hein, aujourd'hui des rénovations, on n'y est pas, donc on a vraiment un problème qui est posé, un enjeu à la fois d'accélération, de massification des rénovations, quel que soit les bâtiments, et d'amélioration de la performance. Ça va être tous les thèmes qu'on va développer pendant la table ronde. Francisca, je vous en prie. Allez, je crois que vous avez une présentation. Oui, merci beaucoup. Je vais lancer. Bonjour à toutes et à tous. Pour compléter simplement, oui, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, pour compléter simplement ces éléments donnés par Christelle, je voulais juste partager quelques chiffres qui, je pense, permettent d'illustrer un peu la dimension un peu de ces défis de la rénovation énergétique en Île-de-France. Et donc, effectivement, comme ça a déjà été dit, les bâtiments donc résidentiels et tertiaires représentent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre émises en Île-de-France.
Par contre, quand on compare ces deux parcs, donc le logement et les tertiaires, on voit que la part du chauffage dans la consommation énergétique, on n'est pas exactement sur les mêmes enjeux, surtout on parle d'isolation thermique, euh, parce que donc dans le résidentiel, euh, les besoins en chauffage représentent près de 63% des consommations énergétiques des logements, mais seulement 42% des consommations tertiaires. Donc, sachant que la consommation énergétique des bâtiments tertiaires dépend aussi de la consommation, surtout électrique, d'autres équipements, par exemple des équipements informatiques dans les bureaux. Euh, et donc, en restant un peu sur l'enjeu des bureaux, on voit que ce sont celles pour le secteur tertiaire le premier poste de consommation énergétique en Ile-de-France, de loin suivi par l'e-commerce, et donc qui a un vrai potentiel d'économie d'énergie sur ces deux secteurs-là. Alors, je ne vais pas revenir sur les décrets tertiaires qui ont déjà été évoqués, peut-être simplement pour dire qu'en Ile-de-France, les bâtiments tertiaires sont vraiment voilà, un poste qui n'est pas à négliger, même si on parle souvent beaucoup du logement, mais que les bâtiments tertiaires représentent environ 40% des surfaces qu'il va falloir rénover en Ile-de-France. C'est vraiment non négligeable. Et aussi qu'une part importante de ces bâtiments sont détenus par les collectivités territoriales. Et c'est pour cette raison que la région a fixé, dans le cadre de son schéma régional climat et énergie, un objectif de rénover 2,4 millions de mètres carrés de locaux tertiaires détenus par les collectivités, donc près de 20% de l'objectif global annuel de rénovation des bâtiments tertiaires à l'échelle régionale. Donc les collectivités ont un vrai rôle aussi à jouer pour décarboner ces parcs. Ensuite, donc, effectivement, sur le cadre réglementaire qui encadre des logements, de la rénovation énergétique des logements, il y a pas mal de nouveautés qui sont apparues avec l'entrée en vigueur de la loi climat et résilience adoptée en 2021. Donc je pense qu'effectivement, vous le savez tous que du coup, à partir du 1er janvier 2023, la performance énergétique entrait dans les critères de décence des logements locatifs. Donc effectivement, comme ça a été dit, progressivement, des logements avec une performance énergétique trop insatisfaisante sera interdit à la location. Mais il y a aussi d'autres nouveautés qui concernent par exemple la vente des logements, avec l'obligation aussi de réaliser un audit énergétique lors de la vente d'un logement qui est classé FG. Donc là, notamment l'objectif d'informer l'acheteur sur les travaux à réaliser pour sortir ce logement du statut de la passoire thermique, et surtout de l'informer aussi sur les coûts des travaux qui seront amenés par l'acheteur sur ce bâtiment. Alors, pour comprendre un peu mieux les impacts des modalités de la loi climat et résilience sur le parc de logement en Ile-de-France, l'Institut Paris Région a publié l'année dernière une note qui a été co-rédigée avec l'INSEE pour évaluer un peu la performance énergétique du parc de logement en Ile-de-France. Donc, qui a montré que le défi à l'échelle francilienne est vraiment énorme, et donc concrètement que près de la moitié des résidences principales doivent être rénovées, et se caractérisent donc aujourd'hui par une faible performance énergétique. Donc concrètement, aujourd'hui, c'est classé avec un milieu EFG. Et donc parmi les différents parcs, on voit que c'est le parc locatif privé qui est le plus fortement concerné, avec 55% de ces logements sont aujourd'hui classés EFG et qui sont donc à terme interdits à la location s'ils ne sont pas rénovés. Et donc, en comparaison, on voit par contre que le logement social aujourd'hui est beaucoup moins confronté à cette problématique par rapport au parc privé. Donc, effectivement, qu'on a des enjeux très très forts sur le parc privé, que ce soit sur les logements capotés ou les logements locatifs. Pour terminer, peut-être juste dans le cadre de cette étude, on a aussi souhaité mieux comprendre qui sont finalement les ménages, les personnes qui occupent ces logements à faible performance énergétique. Et donc là, un des constats forts qu'on a tiré de cette analyse est de voir que peu importe le statut d'occupation, que ce soit sur des propriétaires ou des locataires,
les ménages qui occupent des logements à faible performance énergétique ont systématiquement un niveau de vie inférieur aux personnes qui occupent les logements plus performants. Et donc, et donc là, encore une fois, on voit que l'écart est le plus important pour le locatif privé. Et donc, ce sont souvent des locataires plus modestes qui vont occuper des logements énergivores. Et de la même manière, on a aussi vu que des personnes seules et des retraités étaient également surreprésentés euh, dans les logements classés UF ou G. Et donc, il y a une vraie question qui se pose de l'accompagnement de ce public un peu particulier vers la rénovation énergétique. Donc voilà, donc en tour d'horizon vraiment très rapide des enjeux en Ile-de-France. Vous pouvez retrouver tous les chiffres dans les publications de l'Institut Paris Région. Donc il y a notamment la note que j'ai évoquée, qu'on a réalisée avec l'INSEE sur les logements à faible performance énergétique. Mais il y a aussi toutes les données sur les postes de consommation énergétique et l'émission de gaz à effet de serre en Ile-de-France, qui sont mises à disposition via notre outil énergie qui est alimenté par notre observatoire régional de l'énergie, le ROSE. Parfait, merci beaucoup Francisca. Nous allons, je vais inviter donc les participants à cette deuxième table ronde, donc à savoir Monsieur Safar, Olivier Safar, donc président de l'UNIS IDF et Grand Paris, Christophe Dujardin, directeur des opérations et membre du directoire de la SEM IDF Énergie. Vous avez l'évolution de cette SEM. Camille Batteux, ingénieur bâtiment au pôle transition énergétique de l'ADEME et de France. Pierre Guise, directeur général de l'établissement public Paris La Défense. Pierre-Christophe Denisot, responsable des relations institutionnelles, direction régionale Île-de-France de l'EDF, et Monsieur Yves Contasso, donc président de l'agence parisienne du climat, qui représentera donc à cette table ronde et à ce groupe de travail la métropole du Grand Paris. Donc on le voit, les enjeux, les défis sont énormes, tant en logement qu'en espace tertiaire. Monsieur Safar, on va commencer avec vous cette table ronde, si vous voulez bien. Parce que vous expliquez que malgré les contraintes réglementaires et les aides financières, la rénovation énergétique des bâtiments ne décolle pas, hein, parce que vous dites même tant en résidentiel qu'en tertiaire. Vous parlez plutôt pour les copropriétés, vous dites la difficulté de passer à l'acte. Et dernière chose que vous évoquiez aussi, c'était que tout le monde travaillait en silo, en fait, et qu'il n'y avait pas d'échange entre les différents acteurs. Alors, merci de me laisser la parole. Je vais traiter deux choses. Un, les copropriétés avec la partie résidentielle, et de l'autre côté, la partie tertiaire. Parce qu'il faut vraiment en parler et mettre en phase l'un et l'autre. Vous en avez parlé beaucoup tout à l'heure de la transformation du tertiaire en résidentiel dans la première table ronde. Il faut vraiment en parler. En copropriété, la rénovation énergétique est un point important. On est tous volontaires pour faire avancer les choses. Avancer les choses, mais à la bonne vitesse. Notre difficulté aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec des incompréhensions des différents copropriétaires sur les mécanismes de la rénovation énergétique, sur le financement, sur les travaux à réaliser et sur le résultat obtenu. Je vais revenir sur les choses. Un, on est aujourd'hui très volontaire, on a fait avancer de nombreux projets grâce effectivement aux régions parisiennes, à l'Agence parisienne du climat. Alors, je remercie notre nouveau président de l'Agence parisienne du climat. Et quand on avait lancé les choses, on était au départ, c'était Anne Girogette qui était la présidente, et on avait demandé à mettre en place un système électronique qui permettait à tous les copropriétaires d'avoir la compréhension de ce qui s'est passé. C'est le coach co. Ce système-là, quand on l'a présenté à l'époque, quand on a demandé d'avoir cette information en numérique, en direct, en ligne, à l'époque, on est en 2012-2013, donc c'était il y a plus de 10 ans, j'étais avec Dan Mosbach, qui était le directeur cabinet de M. Mano, et on était les deux seuls à pousser les choses en disant, mais vous ne comprenez pas, il faut expliquer, il faut rendre les choses faciles, compréhensibles, pour que les gens puissent s'engager. Et ça a été fait. Ça a été fait à l'Agence parisienne du climat. Ça a permis d'avancer sur certains projets. Ça a permis de faire décoller certaines opérations qui ont pris, qui ont démarré. La seule chose, c'est que derrière, on s'est rendu compte que, en copropriété, ça ne se faisait pas en 3 minutes. Un projet en matière de copropriété a 2 années pour que ça rentre dans la tête des copropriétaires. Pour que le conseil syndical, qui est moteur dans toutes ces opérations,
puisse effectivement prendre à bras le corps le projet et le présenter aux autres copropriétaires avec le syndic. Premier point. Deuxième point, c'est de s'engager dans une démarche avec un groupement qui sont architectes d'un côté, bureau d'études et thermiques de l'autre, ingénierie financière de l'autre. Et ça, c'est un point important, c'est ce que signale l'APC depuis l'origine, en disant vous ne pouvez pas monter votre projet en ayant un architecte qui ne connaît rien à la rénovation énergétique, en ayant un bureau d'études qui va vous donner une analyse de bureau d'études thermique ou technique, et derrière un syndic qui est pas capable de fédérer tout le monde en même temps, dans le même sens. Et c'est là où je dis, ils étaient tous en silo, tout le monde effectivement faisait un boulot très bien, mais incapable de travailler tous ensemble. Et ça a été une deuxième difficulté. La troisième difficulté, c'est les aides, subventions et financement. On a, dans la région parisienne, des aides. On a mis en place, pour Paris par exemple, le plan Éco-Rénovo. Point positif, on a fait des premières opérations grâce à eux, on a permis de financer certaines choses, des aides complémentaires de l'ANA avec ma prime Rénov CoPro, qui a démarré effectivement il y a maintenant 3 ans, mais qui aujourd'hui ne décolle pas. Vous dire qu'on a eu beaucoup de dossiers en prime Rénov CoPro, je suis par ailleurs membre du conseil d'administration de l'ANA, l'an dernier on avait 120 dossiers de copropriété. Ça vous donne à peu près une idée. L'année d'avant, on a dû en avoir 80, donc on a dû faire 300, 400. Paris ou le Grand Paris Au Grand Paris. Oui, non, non, en national, on en a un peu plus. Mais Grand Paris, ça vous donne à peu près une idée. Est-ce qu'on finance globalement 300, 400, 500 copropriétés sur 3 ans? C'est rien du tout. On est très loin d'avancer sur les opérations. Donc, on est aujourd'hui dans des difficultés sur ces parties-là. Deuxième difficulté, nous manquons de financiers, de banquiers. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule banque qui vous permet d'avoir, un, le crédit pour le reste à charge, deux, le crédit éco-PTZ, notre fameux éco-PTZ qui soit collectif et individuel, et trois, le crédit pour les subventions et les aides. Pourquoi? Parce que vous avez le droit à des aides et des subventions. Souvent, n'est versé que 20 à 30% au démarrage des travaux. Le reste ne sera soldé que sur la présentation des factures payées. Donc, ça veut dire 2 ans après. Donc, bien évidemment, si vous n'avez pas un financier, un banquier qui intervient, il n'y en a pas. J'ai fait cette demande au ministre qui nous a écoutés, qui nous a reçus. J'étais très heureux de revoir Olivier Blanc, qui m'a dit oui, je comprends, et qui effectivement a organisé une réunion avec les différents banquiers pour organiser les choses. La réponse a été lettre de mission donnée à la Caisse des dépôts pour engager une recherche, une analyse et une présentation des solutions. J'ai demandé que l'on ait, comme la Banque des Territoires, une banque de la rénovation énergétique. Et j'ai dit, ne vous trompez pas, cette banque de la rénovation énergétique, elle va travailler sur la partie du résidentiel, mais aussi sur le tertiaire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin d'intervenir pour certains propriétaires de tertiaire. Pour faire ces travaux, ils auront besoin de vider les immeubles pendant un certain temps. Donc, sans revenu, sans loyer. Et bien évidemment, d'engager des travaux. Mais si vous ne le financez pas, si vous ne l'organisez pas sur une vraie temporalité, en moyenne, un projet, c'est 5 ans, 7 ans, dans certains cas. Si vous voulez tout faire en 2 ans, ça ne marche pas. Ok, merci beaucoup pour des premiers décors, Monsieur Sapin. Et je crois aussi que Christophe Dujardin, vous évoquiez lui un manque de lisibilité aussi. Hein. Vous avez et de lisibilité sur les démarches et de visibilité sur les dispositifs qui évoluent sans cesse. Donc vous peut-être rappeler un peu votre parcours et l'évolution de cette fameuse STEM IDF Énergie. Tout à fait. Merci, madame. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Île-de-France Énergie est une société d'économie mixte qui a été créée à l'initiative de la région Île-de-France. Il y a comme actionnaire la ville de Paris, la Caisse des dépôts de l'Île-de-France, créée il y a 10 ans. On fête notre 10e anniversaire et on est ce qu'on appelle un incendié. Olivier Sapin vient de dire très justement à l'instant que pour faire un projet de rénovation énergétique à la fois ambitieux et réussi, il faut avoir un architecte, un ingénieur thermicien, un ingénieur financier, puis un chef de projet, parce que le syndic a autre chose à faire, il n'y a pas d'expertise pour mener un projet de rénovation énergétique, c'est un projet au long cours. Et Île-de-France Énergie est ce qu'on appelle un ensemblier, donc il associe ces 4 métiers au sein d'une même structure pour pouvoir accompagner les copropriétés dans leur projet. On a un peu parlé d'aider entre le moment où vous entrez en relation avec une copropriété et le moment où vous livrez les travaux, il se passe 5-6 ans, ce qui est considérable. Vous avez une première phase qui est l'audit qui prend une année. Les résultats de l'audit sont présentés à l'Assemblée générale. Vous avez 2 mois de recours. On démarre des études pour réaliser des travaux, c'est
à 1 an et demi, pour repasser en Assemblée générale pour faire voter les travaux, donc là, un plan de financement individualisé. Et puis, après, il faut monter les prêts. Et comme Safar vient de le dire, avec les épargnes, il y a une autre banque qui s'appelle le Finance, mais la Caisse d'épargne de France fait des prêts, c'est le moteur majeur, des prêts collectifs à adhésion individuelle, comme on l'appelle. Il intervient sur le territoire national. Donc, ce sont des mois pour monter ce prêt. Et pour répondre à votre question, madame, entre le moment où vous entrez en négociation avec la copropriété, en relation avec la copropriété, vous avez des aides à un instant T. Et comme les travaux vont être votés, comme vous l'avez dit, plusieurs années après, on ne sait pas du tout les règles de l'art du financement à ce moment-là. Et donc, les copropriétaires vous disent, mais monsieur Jardin, c'est en assemblée générale, vous dites qu'aujourd'hui, ma prime rénov, c'est telle et telle aide, mais est-ce qu'au moment des travaux, ce sera une certitude? Ben non, on n'en sait rien, puisque c'est la loi de finances, parce que c'est des décisions qui sont politiques, et on sait que les décisions peuvent changer. D'ailleurs, elles ont changé positivement début d'année, puisque les aides MaPrimeRénov' ont doublé. À ça, et puis après, peut-être que je me termine, parce que je suis un petit peu long. Il y a les aides au financement, mais il y a les aides également aux études. Puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs, la métropole du Grand Paris ou la ville de Paris, aident aux études. Et ça, c'est des délais d'instruction également. Donc, on cumule des délais de délais, ce qui fait que, et je réponds à votre deuxième question, et je finirai par là, Île-de-France Énergie n'a pas trouvé son modèle économique. Sur le papier, en théorie, c'était le modèle parfait. Absolument. Mais comme la plus-value arrive au moment des travaux, parce qu'avant, quand vous faites une offre d'études, vous chiffrez, je sais pas, 4 réunions avec la copropriété. Mais c'est jamais suffisant. Vous en faites 8, vous en faites 9, vous en faites 10, et vous n'allez pas facturer à chaque fois la copropriété. Vous faites une réunion et vous avez envie de sortir le projet. Donc, ça vous coûte plus d'argent que ce que vous avez facturé. Et vous commencez à gagner un peu votre vie pour utiliser une expression un peu populaire au moment des travaux. C'est-à-dire 4-5 points après. Ce qui fait que l'Île-de-France Énergie, au bout de 10 ans, constat a été fait que l'équilibre économique n'a pas été trouvé. On a beau être une société d'économie mixte, on est une société avec un compte de résultat, avec un bilan. Il faut à un moment donné qu'on puisse équilibrer les comptes. Et c'est la raison pour laquelle la région Île-de-France, en fin d'année dernière, a décidé de réorienter, de continuer à faire la copropriété. Parce que beaucoup de gens disent, ah, l'Île-de-France Énergie arrête la copropriété. On continue la copropriété, on sera plus sélectif sur des grosses copropriétés. Donc, on continue la copropriété. Je tiens à profiter de ce matin. Une grosse copropriété, c'est à partir de 80 logements. On intervient à partir de 50, à partir de 80. Et là, on interviendra auprès de copropriétés motivées qui ont envie de faire des travaux, parce qu'on fait beaucoup d'études avec les copropriétaires qui ne sont pas forcément très motivés. Et à ce moment-là, on va garder de l'argent. Il y a un sujet là, parce qu'il faut quand même accompagner ces gens-là pour essayer de les convaincre. Mais on est obligé de se faire ce choix. Et on va réorienter progressivement notre activité, une grosse copropriété, à partir de 80 logements, et vers le secteur tertiaire, parce qu'on considère que la maîtrise d'ouvrage est plus facile à convaincre, parce qu'évidemment, vous avez un interlocuteur unique plutôt que propriétaire avec des envies, des âges, avec des moyens financiers différents qui peut convaincre. Ça, c'est difficile. Et Olivier Safar, c'est une personne avec sa casquette de syndic. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir intervenir sur le tertiaire, parce qu'on voit qu'il y a aussi des enjeux importants. La règle a dit. Voir ensuite avec vos deux voisins. Camille Batteux, vous pointiez justement la difficulté des collectivités locales à décarboner son parc aussi par une méconnaissance des outils, des aides, et c'est quand même surprenant. Enfin, dites-nous un petit peu votre vision des choses. Alors, moi, j'aimerais séparer les collectivités par le nombre d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a des petites collectivités qui n'ont pas d'ingénierie et qui n'ont parfois même pas la connaissance du décret tertiaire. Et là, il y a vraiment un manque de connaissances à tout niveau sur le patrimoine. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de les accompagner et des communes qui sont perdues, qui ne savent pas vers qui se tourner. Et donc ça, c'est vraiment un gros problème. Après, le décret tertiaire, excusez-moi, ça s'applique à tous les bâtiments tertiaires, publics et privés. Oui, les collectivités, dès lors que ça rentre dans le décret tertiaire, peuvent être soumises au même titre que le tertiaire privé. Donc, c'est aussi un enjeu. C'est un enjeu qui arrive finalement en 2030, 2040. Donc, ça va arriver très, très vite. Et après, il y a des collectivités qui sont plutôt moyennes ou grosses, qui parfois ont l'ingénierie, mais qui peuvent avoir des freins
sans savoir par où commencer. Est-ce qu'il faut faire d'abord un audit énergétique, par exemple, sur tous les bâtiments avant de pouvoir se lancer? Donc, il y a vraiment des enjeux de savoir comment opérer finalement au sein du patrimoine, des enjeux financiers aussi, parce que ça reste un coût. Et puis aussi, dès lors que potentiellement il pourrait y avoir un projet, il faut que le projet soit quand même accepté par les élus. Donc il y a tout un processus finalement du chargé de mission à l'élu qui peut être aussi très long, comme les copros finalement, où justement il y a un travail d'acceptation, de sensibilisation et finalement aussi d'enjeux de financement, de comprendre pourquoi investir maintenant dans le patrimoine. Parce que c'est quand même, ce sont quand même enfin, pardon, je perds mes mots. C'est quand même un coût important pour les collectivités. Et vous m'expliquez aussi que l'ADEME avait les outils qu'il fallait, mais même les élus locaux ne connaissaient pas bien ces outils. Il y a un problème d'adéquation, non? Oui, bah, après, ça va aussi avec l'enjeu de méconnaissance. C'est vrai que sur l'île de France, en fonction de où on se situe, on n'a pas les mêmes connaissances et les mêmes connaissances de l'ADEME, des enjeux, et aussi des connaissances des aides qui existent. Donc finalement, il y a un enjeu de sensibilisation et un enjeu de propager la connaissance sur ce qui existe. Et c'est vrai qu'une commune rurale du 77, quand on va lui parler justement de schéma directeur qui aide, elle va pas forcément savoir. Okay, merci beaucoup. Pierre-Yves Lys, il y a aussi au niveau du grand tertiaire, on va dire, privé, un déficit d'ingénierie et d'accompagnement. Hein, c'est ce que vous expliquez aussi d'ingénierie, par les actes de l'État notamment, je le précise. Et vous évoquiez aussi, lorsqu'on préparait cette table ronde, un problème de montage financier, toujours cette question du financement qui est peut-être encore plus importante dans le grand tertiaire. Je ne sais pas si elle est plus importante, mais elle existe. Bonjour à tous et merci de l'invitation. En fait, je vais non seulement pas paraphraser ce que vient de dire notre prédécesseur, mais plutôt m'y opposer, puisqu'en fait, on a pointé en creux les insuffisances des dispositifs existants pour le logement privé, pour les collectivités, les territoires ruraux, etc. Mais pour moi, ces dispositifs existent. Pour moi, le sujet de la rénovation énergétique, notamment du logement individuel ou en copropriété, il est identifié de longue date. Il y a des ministres du logement, chaque ministre le fait savoir, renforce les outils, les fait évoluer, bien en mal. Mais en tout cas, le sujet est depuis maintenant assez longtemps sur l'agenda de la politique et on a, même si vraiment beaucoup de choses sont hermétiques, des instruments financiers, des instruments d'accompagnement et un sujet plus généralement qui est incarné, encore une fois, qui existe. Pour le grand tertiaire, comme vous dites, c'est-à-dire ces propriétés, ces grands immeubles de bureaux qui d'ailleurs n'appartiennent pas à la grande finance internationale dangereuse, mais qui sont les par des Français. Patrimoine de la défense, dont la capitalisation est de l'ordre de 40 milliards d'euros. Il appartient pour la grande majorité à des assureurs, à des mutualistes, à des fonds d'épargne. C'est l'épargne de tout un chacun. Et malgré ça, malgré le fait que, in fine, c'est en partie le même patrimoine que celui des copropriétaires, dans ce sujet de rénovation énergétique grand tertiaire, on utilise cette expression, aujourd'hui, moi je constate sur le terrain qu'il n'est pas identifié. On a des acteurs privés, notamment, qui se servent des coudes et qui essayent de mettre des choses en mouvement parce qu'ils sont incités par la réglementation, pas tant d'ailleurs de la réglementation technique française que de la réglementation financière européenne, la fameuse taxonomie pour citer la plus connue, et ils ont intérêt, donc, le confort de leurs occupants et de finance économique, à faire des économies d'énergie. On a constaté, on attaque actuellement la deuxième année de déclinaison de la défense du bloc pour un cube, le démarche dont vous avez sans doute vous avez, je sais que j'ai parlé dans le colloque, qui est une compétition bienveillante d'économie d'énergie entre les parties. Et on a constaté l'année dernière qu'en faisant quasiment aucune communication, on avait réussi à intéresser 20% des chercheurs de la défense, que ces 20%, ils ont eux-mêmes fait 20% d'économie, 18%. En faisant rien, sans accompagnement, sans demander rien à la personne, sans demander d'argent, sans demander effectivement d'autorisation politique à l'État ou à quiconque, simplement se servant les bouts en échangeant des bonnes pratiques, on arrive à faire des choses et on voit que la motivation existe. Mais après, on pourrait y revenir parce que j'ai le temps de parole. On constate que les opérations de transformation de grands immeubles tertiaires, que ce soit de la grande sont pas plus faciles que du bâtiment individuel, simplement parce que ça appartient à des conventions de la démolition. Elles sont plus compliquées d'un point de vue technique, c'est incontestable, elles sont plus coûteuses. Et les contraintes d'accès au financement, de prise de décision, puisque la copropriété, ça existe aussi dans le tertiaire. On a peut-être les bonnes de la tour de Parnasse, mais pas que celui-ci.
les problématiques donc, de prise de décision, d'accompagnement à l'interprétation de normes, avec une question très simple et bête aujourd'hui à la défense, qui est on a adopté, et c'est tout à fait louable, une réglementation énergétique dans sa version 2020 qui encourage très fortement, notamment les tertiaires, à l'usage du bois et des matériaux protoxènes. Et à côté de ça, on a des réglementations incendies dans les immeubles de grande hauteur qui encore interdisent l'usage du bois. Donc aujourd'hui, si vous voulez rénover lourdement au point de devoir demander un permis de construire une tour à la Défense ou ailleurs, il est très difficile, je ne sais pas si c'est impossible parce que des architectes dans la salle et j'imagine que des solutions ont dû être imaginées, mais il est extrêmement difficile de répondre à toutes les demandes. Voilà. Et on n'a pas aujourd'hui, on essaye de porter sur cette question dans la période. Quand vous disiez, je ne sais plus si c'était des besoins, mais n'étaient pas identifiés par qui, en fait? Je veux dire, par les services de l'État, Le sujet est identifié en termes d'agrégats statistiques, on l'a vu dans les cas. Moi, je suis capable de dire ce qu'est la consommation énergétique de bâtiments à la défense. Je sais qu'on a 45%, parce que c'est les mêmes statistiques que partout. On a un peu moins de la moitié de notre empreinte environnementale qui est le fonctionnement de des bâtiments. Et donc, on est capable de l'identifier en tant qu'agrégat statistique. Mais l'identifier en tant qu'objet de politique publique qui amènerait à mettre en place un accompagnement en ingénierie, un engagement politique qui dépasse le fait des normes énergétiques de 300 et des outils financiers, enfin, le terme n'est pas tabou, c'est-à-dire les questions d'équilibre économique des opérations de rénovation, elles se posent de la même manière dans le tertiaire que dans le et voilà, ça aujourd'hui, ça n'existe pas. il y aura presque de l'avenir de la dépense, parce que les besoins en rénovation énergétique pour produire, enfin, pour plus ou moins avoir des bâtiments en phase avec le 21e siècle, il était question tout à l'heure de la vie du 21e siècle, c'est énorme aussi, je pense. Vous avez une idée du pourcentage ou en mètre carré, je ne sais pas, de bâtiments qui auraient besoin d'être rénovés énergétiquement à la défense? Le chiffre macro sur lequel on s'entend actuellement, c'est le million de mètres carrés. C'est 25% du parc. Ça correspond aux immeubles qui n'ont pas été construits ou rénovés depuis qu'il existe des réglementations thermiques, depuis les années 2000, enfin, les années 2000. Donc voilà, mais ça reste minoritaire à l'échelle de France. Le sujet, il est aussi dans les complexes tertiaires qui ont été construits dans les années 80-90 en métropole. Au moins, à la défense, on parlait du que tout à l'heure, on a des acteurs qui se servent de nous. On a une ingénierie publique de fait locale qui est l'établissement public américain dont je suis le héritier, plein de territoires qui n'ont pas ça. Des maires qui sont livrés avec des parcs tertiaires à moitié vides. Merci beaucoup. Christophe Delisot, lorsqu'on préparer la table ronde, vous mettiez en avant, vous avez rappelé, comme disait Christelle tout à l'heure, que la décarbonation des bâtiments en Île-de-France était un sujet majeur au regard du pourcentage que ça représente en termes d'émissions de CO2. Et vous vouliez insister aussi sur la question des usages, en fait. Pourquoi on voulait faire, pourquoi on devait le faire et peut-être en ayant en tête cette question des usages. Oui. Davantage. Merci madame. Bonjour à toutes et à tous et merci au Journal du Grand Paris pour ces assises du Grand Paris qui donnent une vision transverse très, très intéressante et prometteuse. Alors pourquoi les usages je dirais tout part côté EDF de ce constat qu'en Île-de-France, 50% en gros des gaz à effet de serre sont émis par le bâtiment, 30% par les transports. On a développé une étude des leviers de décarbonation de l'Île-de-France à 2050. Et puis, on s'est rendu compte que ces leviers, finalement, dépendaient des territoires, ce qu'il y a de la géographie, ce qu'il y a du vent, ce qu'il y a de l'eau. Et donc, au fond, comme souvent, tout part de l'occupant, que ce soit dans le logement, dans le tertiaire, ou part du besoin, en fait, de l'occupant. Or, on constate une démarche normative très rigide, parfois incohérente, avec des obligations de moyens et rarement de résultats. On pousse à faire de l'efficacité énergétique parce qu'il faut isoler les fenêtres, isoler les murs, mais au fond, certains bâtiments n'ont peut-être pas besoin d'être isolés comme ça. Donc, l'usage, c'est bien ça aussi, c'est comment distinguer les bâtiments et en passant ne pas rester sur des labels construits sur le confort d'hiver, où souvent, historiquement, on se dit qu'il faut avoir chaud l'hiver dans le logement, en oubliant que l'été, de plus en plus, il y a des canicules. Donc, l'usage, c'est bien ça aussi, c'est qu'on est
pas dans des logements pour venir et dormir, on est dans des habitations pour vivre dans les habitations. Et l'usage, c'est aussi au-delà d'un kilowattheure par mètre carré, de qualité de l'air, du bruit. Hein. Pourquoi certains systèmes dits efficaces sont sonores, hein, et or, ce qu'on dit quand même, c'est que les gens soient bien chez eux et bien dans leur bâtiment. L'usage, au-delà du bâtiment, c'est aussi le quartier. C'est-à-dire que ça a été évoqué plusieurs fois ce matin déjà, et puis à cette table ronde, la logique systémique est souvent oubliée. On oublie que on est tous solidaires quand on parle de fraîcheur, ça de chaleur, hein, c'est de l'optimisme. C'est un niveau qui sert à tous. Donc, côté EDF, on est sur ces questions-là, on est sur une logique de développer des solutions, de trouver des piquets de solutions, mais en intégrant très tôt des sortes de grilles de criblage pour essayer de dégrossir des solutions pour qu'au fond, l'opération gagne moins cher, parce que effectivement, on parle des financements, mais il faut aussi que ce qu'on propose aux gens soit accessible. Qui ne sera pas le même payé, les labels ne vont pas s'appliquer, quelque part, face à cette réalité. Donc, pour que ça coûte le moins cher possible, alors on a fait un test avec de France Énergie, hein, on est en train de faire un test sur des pompes à chaleur pour voir comment cette technologie très prometteuse en termes de réduction des gaz à effet de serre pourrait être placée dans les grandes copros. Là, on est sur un essai à 150 logements sur une copro. Et on voit qu'on peut arriver à des solutions de rénovation globale où la charge à payer par copropriétaire est accessible. Parce qu'on a une logique d'étude du site. On a réussi à regarder quelles étaient les autres énergies disponibles autour. Et puis, en ayant un dossier étudié dans une logique globale, avoir un financement accessible. Bon, j'espère que ça va aboutir, hein, Christophe. On est tous les deux à se prendre les doigts sur le sujet. Mais là, c'est un exemple. Et notre logique EDF est bien celle-là. C'est du global, en mobilité. Ça, parce qu'on n'a pas vraiment évoqué là, mais en fait, je sais que la plupart de vous préconisez justement cette innovation globale et pas simplement énergétique. C'est ça qui a du sens. C'est ça qui a du sens. Alors, parfois, pour y accéder, il faut aussi pouvoir séquencer. Évidemment, une rénovation globale, c'est beaucoup d'argent à sortir. Donc, il faut arriver à faire reconnaître un séquencement dans les travaux pour arriver au bout de la performance. Et on revient sur cette notion de temps long. C'est-à-dire que tout ça passe lorsque les personnes restent en place suffisamment longtemps et lorsque les mécanismes financiers réglementaires sont pérennes et permettent de tenir. Excusez-moi. En complément, on parle beaucoup d'investissement, mais on est soucieux aussi de la partie fonctionnement. C'est-à-dire qu'un bâtiment livré, c'est aussi derrière de la maintenance et du fonctionnement et de l'exploitation. Et donc, dans ces études, il faut aussi intégrer les coûts de fonctionnement et quelque part la charge pour les occupants, hein, locataires, propriétaires occupants. Qui doit être réduite, normalement. Et qui doit être réduite et qui doit justement je dirais, permettre un financement des travaux. Et c'est là où j'en reviens à cette notion d'obligation de résultat et pas de moyens. On n'est pas sûr que des fenêtres à double vitrage permettent d'aboutir systématiquement à une baisse des consommations si les gens ouvrent les fenêtres parce que c'est pas ventilé, etc. Hein. Et donc, on est davantage dans une performance énergétique, où ce sont les économies générées dans la durée de vie du bâtiment qui financent les travaux. On revient à des questions bancaires, à des questions de temps long, donc c'est un sujet complexe, surtout quand on passe à une maille territoriale. Ouais. Merci beaucoup, Christophe. Monsieur Contasso, je termine par vous, parce qu'en fait, on n'a même pas eu le temps d'échanger ensemble, donc on va découvrir avec vous ce que vous allez nous dire, quelles sont les remarques que vous inspirent ces différents échanges. Donc, je rappelle que vous représentez donc la métropole du Grand Paris à cette table ronde et nous dire peut-être comment la métropole appréhende ces sujets. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, une précision, je ne suis plus président de l'Agence parisienne du climat, mais chargé par la métropole de cadre d'un contrat avec elle de travail de mutualisation de l'ensemble des agences locales de l'énergie et du climat sur le territoire de la métropole, y compris le CEE
Val-de-Marne et Solga dans les Hauts-de-Seine. Et donc, à ce titre, j'ai fait un rapport l'année dernière qui, d'abord, fait un bilan et ensuite fait évidemment une série de propositions. Le bilan, il est simple, et les derniers chiffres de l'ANA, pas publics, hélas, sont éloquents. 0,1% des aides de ma prime Rénov vont à des rénovations globales. 0,1%. À ce rythme, il faut plus de 1000 ans pour avoir rénové l'ensemble du bâti français, y compris sur le territoire de la métropole, et y compris, je dirais, sur les territoires où ces agences locales de l'énergie et du climat sont les plus actives. Le dispositif ne fonctionne pas. Alors, il y a plein de raisons qu'on connaît sur des vraies et des mauvaises raisons, sur la complexité du dispositif de prise de décision dans les copos, c'est vrai. Ça ne résout pas tout. Sur le fait qu'on a effectivement chaque année une modification de la réglementation et le plan financier, c'est le principe de l'annualité de la loi de finances. Sur le fait on a quelquefois des difficultés à trouver des professionnels véritablement formés et compétents. C'est vrai aussi. Mais la vraie question n'est pas là, mais tout le monde le sait. La vraie question, c'est le reste à charge. Aujourd'hui, avec les évolutions des coûts, on estime que le prix moyen d'une rénovation, moyen, évidemment, c'est moins cher dans un studio que dans un 4 pièces ou 5 pièces, c'est 40 000 euros, une rénovation totale. 40 000 euros. Il y a 2 ans, on était plutôt autour de 25 000 euros, 30 000 euros. On a une idée au mètre carré, finalement, ça permettra à chacun. Non, c'est ça, non, on ne peut pas le faire au mètre carré parce qu'il y a des typologies tellement différentes que c'est pas ça compliqué. Ce qu'on sait, c'est que sur le territoire de la métropole, on est autour de 60 milliards à peu près de besoins de financement, et au plan national, on approche maintenant les 1000 milliards. C'est l'enjeu. Et en face, ça a été dit, il y a une banque, et encore, qui fait des choses, et le reste du secteur bancaire refuse. Ils refusent pour des raisons assez précises. Un, beaucoup de gens qui sont propriétaires sont avec des niveaux d'endettement tels qu'ils ne peuvent plus obtenir des crédits supplémentaires. Deux, les banques sont contraintes par ce qu'on appelle les ratios prudentiels, 3 et compagnie, c'est le boulot pendant des années, et donc elles ne peuvent pas prêter dans n'importe quelle condition. Et le dernier point, c'est que de toute façon, il y a plein de ménages qui n'ont pas la capacité à rembourser. Ça a été dit tout à l'heure. Ceux qui sont dans les logements les plus énergivores sont ceux qui ont les moins de moyens. De toute façon, ils ne vont pas pouvoir rembourser 20, 30 ou 40 000 euros. C'est pas possible. Et donc, en face de ça, qu'est-ce qu'on a? On nous dit, il y a ma prime Rénov, il y a les aides des collectivités. Ça représente une partie infime du coût des travaux. Et donc, tant qu'on ne changera pas ce dispositif, ça ne marchera pas. Deuxième élément fondamental, si je prends le territoire de la métropole en Paris, si vous regardez qui est propriétaire occupant et qui est bailleur, dans le privé, dans les logements, vous avez 33% des logements sont des locataires avec un propriétaire privé. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour le propriétaire privé de faire la rénovation? Il ne va pas avoir un centime de rémunération supplémentaire. Il ne peut pas augmenter le loyer. Et donc, oui, donc c'est simplement, je dirais, une dépense à perte, entre guillemets, si ce n'est ce qu'on nous raconte, qu'il va valoriser son patrimoine, etc. Mais comme tout le monde, à un moment, l'aura fait, il reviendra dans le pot commun. Donc, c'est encore une incitation ponctuelle, mais ça ne marche pas sur le long terme. Il ne pourra plus louer. Mais il ne pourra plus louer. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit d'abord un certain nombre de gens qui achètent pour y habiter, parce que ça, c'est pas interdit, sans faire des travaux. Donc ça échappe au marché locatif, mais ça ne fait pas du tout une rénovation thermique. On voit de plus en plus, notamment à Paris, des gens qui rachètent une série notamment des petits studios, des chambres de bonne, etc., pour les regrouper. Là, ils font de la rénovation, ils vont vendre beaucoup plus cher. Mais là aussi, ça va être de la vente pour l'essentiel. Et puis, on voit le phénomène Airbnb, ça a été évoqué, qui échappe à Paris, je dois rappeler. Il y a 1 million de logements à Paris. Il y en a 200 000 qui échappent. 200 000 qui échappent aujourd'hui à la location ou au résidentiel. C'est une incohérence, c'est volontaire, c'est pourquoi ça passe à la trappe? Ça a été dit par les uns et les autres. Il n'y a pas d'approche globale systémique de la question du logement et de la rénovation.
Il n'y en a pas. À chaque fois, on a un point de vue sur un angle, sur un autre, etc. Cette approche en silo. Et ça a été dit, encore plus crûment, Bercy ne croit pas, Bercy ne croit pas à la nécessité d'une rénovation d'ampleur des logements. Pourquoi? Ben, ils disent avec le réchauffement climatique, les besoins de chauffage vont diminuer. Donc, de toute façon, naturellement, on va baisser nos consommations, sans prendre en considération qu'aujourd'hui, avec évidemment le réchauffement climatique, on a une explosion de la climatisation qui accroît les consommations. Mais on a un climato-scepticisme considérable encore dans les décideurs politiques. Et ça, partagé. Comment? Donc, je demandais à M. Safar s'il partageait votre avis. Dire que Bercy ne nous écoute pas, c'est une réalité. Je ne vais pas dire autre chose. On leur dit, attention, si vous voulez que l'on avance, ce sont des lois de programmation à organiser. Loi de programmation, c'est quoi? C'est 5 ans, puis une deuxième fois 5 ans. C'est 10 ans. Et c'est une temporalité courte en matière immobilière. Je vous rappelle qu'en immobilier, vous achetez en moyenne pour 15 ou 20 ans vos appartements. Même si à Paris, il y a un changement plus rapide parce que vous arrivez effectivement à avoir des enfants, à divorcer, à vous recomposer. Oui, mais cette analyse-là, elle est réelle. Deuxième difficulté avec Bercy, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir mis en place ma prime Rénov-Copro pour faire des choses, sauf que globalement, ça ne rentre pas en compte. Les copropriétaires ne sont pas d'accord pour se dire, je fais mes travaux dans 3 ans, je ne sais pas si j'ai le droit à la prime, parce qu'on ne sait pas si elle est encore là. Et ça, c'est une réalité. Et le dernier point qui nous embête avec Bercy, c'est que eux considèrent qu'effectivement, il faut attaquer d'abord par le tertiaire avant d'attaquer par le logement. Et ils font exprès. Globalement, je dis les choses, de dire on va regarder le tertiaire parce que c'est plus important aujourd'hui. Et la propriété et l'habitation, on a compris que c'était difficile, qu'à chaque fois c'était des gens différents, avec des positions différentes, avec des discussions en assemblée propriétaire et des hurlements, on sait. Et le tertiaire, c'est moins appel au financement public. Vous vous trompez. On a besoin en tertiaire du financement. Mais il n'y a pas de prix. Vous n'avez pas une prime rénov tertiaire. Vous avez le droit à des aides, vous avez le droit à certaines choses, et encore beaucoup plus faibles et inconnues pour certains. Votre difficulté, c'est aussi, à un moment, vous devez rénover un bâtiment tertiaire, vous allez devoir le vider pour pouvoir le rénover correctement. Je dis les choses. Et ça, c'est une incompréhension de Bercy sur ce point-là, en disant, mais vous ne comprenez pas. Cet immeuble-là, on est dans des baux 3, 6, 9 la plupart du temps. Pour permettre effectivement une rénovation, il faut attendre parfois 6 ans ou 9 ans pour arriver effectivement à avoir libéré l'immeuble en totalité et lancer les travaux de rénovation énergétique du bâtiment tertiaire. C'est une temporalité qui n'a rien à voir avec ce que pense Bercy, qui est de 2 ans max. Alors, pour poursuivre, au niveau métropolitain, donc je l'ai dit, l'objectif, et ça a été voté vendredi dernier, donc c'est tout frais, il y a décision de créer une association qui va regrouper l'ensemble des agences locales de l'énergie et du climat de manière à favoriser, je dirais, des synergies, mutualiser et aussi peser, je le dis très clairement, sur les pouvoirs publics. On représente en gros 10% quand même de la France hein, en termes de logement, etc. Et donc l'idée, c'est quand même de dire au pouvoir public, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Une des idées forces, ça a été évoqué, c'est la création d'un établissement public dédié qui ferait ce que font d'autres, notamment la KfW en Allemagne, parce que là, on est allé aussi regarder un peu ce qui se fait ailleurs, et qui finance la rénovation. Elle ne fait pas que ça, la KfW, elle fait bien d'autres choses. En tout cas, qui financerait, et pas n'importe quel type d'établissement, une filiale de la Caisse des dépôts. Mais pas avec simplement le système qui existe aujourd'hui, avec des prêts à taux zéro ou autre. Ça ne marchera pas. Parce que le reste à charge restera la question fondamentale. Donc, en complément de ça, ce qu'on propose, c'est de s'inspirer du modèle suisse. Quand vous achetez un appartement, vous faites construire une maison en Suisse, vous avez un crédit, vous ne le remboursez jamais. Vous payez des intérêts. Et si vous le vendez, ben, l'acheteur continuera à payer des intérêts. Les banquiers suisses ne sont pas considérés comme des philanthropes qui prêtent sans retour sur investissement. Ils ont parfaitement compris. N'importe quel banquier le sait. Ce qui est le plus rentable, c'est les intérêts. C'est pas le remboursement du capital. Et donc, on peut très bien, en mixant le système suisse et le système allemand, avoir, Banque des territoires ou autre, peu importe la terminologie, mais une filiale dédiée de la Caisse des dépôts qui aurait des ressources. On a fait des travaux d'études pour montrer que c'est possible, y compris, pour l'exemple, des certificats d'économie d'énergie, de la TVA sur la rénovation, c'est 5%, mais quand même,
sur 1000 milliards, ça commence à faire de l'argent, etc., qui viendraient abonder et qui permettraient de financer ces travaux avec des systèmes de taux d'intérêt qui, évidemment, doivent tenir compte des ressources, évidemment, des emprunteurs et aussi de leur patrimoine réel pour éviter que, quand je dis réel, c'est-à-dire déduit les remboursements, évidemment, la dette, hein, parce que sinon, c'est pas... Voilà. Donc, il y a des solutions. Oui, merci, monsieur. Et ça commence... Là, vous allez un petit peu trop vite par rapport au déroulé de la table ronde. Désolé. Le deuxième tour, mais c'est pas grave. On ne peut pas avoir une approche Voilà, systémique. c'est pas grave. Si on n'a pas, on passe à On va juste faire avec Christelle une petite synthèse de ces premiers échanges et ensuite on va conclure avec les propositions de chacun et surtout les axes prioritaires sur lesquels il voudrait que ce groupe de travaille et avance. Petite synthèse, voilà, c'est un peu compliqué. En même temps, là, je pense qu'on est vraiment dans le vif du sujet, que ce tour de table a vraiment remis en avant les difficultés, qu'elles soient d'ordre financier, et voilà, ça a bien été mis en avant, qu'elles soient plus de l'ordre de l'accompagnement, de l'ingénierie, et derrière, il faut aussi comprendre accès à l'information, à la connaissance, aux obligations et aux dispositifs. Et puis, peut-être ce qui était évoqué rapidement, mais quand même, la question des travaux et de l'adéquation entre l'offre et la demande, enfin, et d'avoir aussi, enfin, il y a aussi des enjeux qui sont aussi liés, je dirais, au métier du bâtiment et de la filière, peut-être d'adaptation aussi, et on sait qu'il va y avoir des départs à la retraite, il va être remplacé, enfin, on est déjà comme l'avait expliqué M. Sarr, si les artisans ne sont pas RGE, alors RGE, c'est retenu garant environnement. Voilà, les propriétaires ne peuvent pas bénéficier des primes, des subventions, c'est conditionné. Donc, donc là, on a voilà, les grands axes en fait, hein, de réflexion par rapport aux travaux du groupe. Peut-être aussi dire qu'on a beaucoup évoqué donc, la question des copropriétés, du grand tertiaire, du tertiaire public. Peut-être que là, le groupe va pas travailler sur tout, et notamment le logement individuel. Hein, ça va être évoqué, mais c'est des vraies questions. Et évidemment, on voit l'importance de repenser. Il y a des dispositifs, effectivement, ils sont nombreux, mais il faut voilà, repenser pour être plus efficace. Et cette approche globale systémique, elle est vraiment importante, y compris aujourd'hui, hein, quand on regarde les financements, hein, les aides sont souvent utilisées pour un élément, pas du tout l'ensemble des leviers pour accéder à une performance énergétique du bâti. Et donc là, on est sur la question énergétique. Et effectivement, derrière se pose la question de la rénovation globale, enfin l'enjeu d'adaptation hein, au changement climatique. Les questions de confort d'été sont aussi importantes que celles de confort d'hiver. Merci beaucoup, Christelle. Oui, c'est nous, on avait envisagé de classer les priorités en 3 thèmes, donc accompagnement, financement, travaux. Je vous propose on n'a plus que 10 minutes, je crois, milieu, c'est ça, 10 minutes, pour faire un dernier tour de table avec peut-être dans chacun de ces thèmes ce sur quoi vous aimeriez qu'on travaille en priorité. On commence par vous, Monsieur Guis. Ah, Pardon. Donc, non, bah, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je crois que c'est, enfin, si on veut que tout soit utile, il faut sans doute serrer un peu des sujets. Je crois vraiment à une fondation d'une approche qui n'est pas totalement transposable au grand terme. Il y a un sujet d'instruments financiers, le sujet de réutiliser le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts est revenu sur devant la table il y a quelques mois avec les centrales nucléaires. Pourquoi il ne l'est pas pour la rénovation énergétique des bâtiments? C'est quand même une vaste incompréhension, alors qu'on reparle de créer un nouveau fonds, un nouveau produit d'épargne, un livret vert, je sais pas, il y a déjà de l'argent public abondant qui existe et qui demande qu'à être utilisé. Donc, je pense que globalement, la question de l'assouplissement des montages financiers, encore une fois, qui ne s'analyse pas exactement dans les mêmes termes entre le logement en copropriété et le tertiaire, mais c'est quand même un point commun fondamental à tout ce qui vient d'être dit. Et puis après, je crois qu'il y a aussi un sujet de remise au carré, de remise en ordre des normes qui me semble également centrale, en tout cas de mon point de vue. Difficulté qui peut sous-jacente à ce qui vient d'être dit, c'est quand même pas quelle est la priorité politique en fait. Est-ce qu'on veut faire
j'ai la rénovation énergétique, effectivement, est-ce qu'on veut prioriser directement l'activité économique, est-ce qu'on veut prioriser la sécurité, je ne sais pas, le respect du patrimoine, et je pense que, voilà, on a beaucoup aujourd'hui, je pense, de normes qui interdisent de faire des choses. On a un décret tertiaire qui dit il faut faire ci et ça, il faut faire une lentille, qui dit pas vraiment ce qui se passe, il ne fait pas, injonction de ce genre. Je pense... L'Europe aussi, hein, a ses propres normes qui sont aussi exigeantes, voire plus que ces oui, ils sont pas concertés, tout ça, globalement, on est concerté, donc ça poursuit les mêmes objectifs, mais c'est quand même là-dessus. c'est quand même une action qui est quand même assez gigantesque. Alors, en même temps, si personne, on dit toujours que c'est trop difficile, et personne ne fait l'effort de poser le sujet, je pense. Oui, non, mais il y a des vrais enjeux climatiques aussi, donc je ne sais pas si c'est... À voir. En tout cas, je pense que c'est un sujet qui va avec celui de l'accompagnement en ingénierie qui a été. Merci beaucoup. Camille? Pour tout ce qui est accompagnement, aujourd'hui, il y a quand même des solutions. Il y a quand même, pour les petites collectivités, il y a les conseillers en énergie partagée qui sont là, qui sont mutualisés pour plusieurs collectivités pour accompagner. Il y a les économes de flux. Et ce qui est très important aussi pour tout ce qui est accompagnement, c'est déjà d'avoir des accompagnements fiables. Je prends par exemple le cas de Ecopolis, qui est un centre de ressources qui est là vraiment pour aider et qui est dans une démarche de quartier et bâtiment durable francilien. Donc, ils sont là pour aider tout projet de réhabilitation ou de conception neuve du bâtiment dans une démarche durable. Donc, par exemple, une collectivité qui voudrait réhabiliter une grange dont elle ne sait pas quoi en faire, elle pourrait soit partir sur un schéma directeur immobilier énergétique qui va réinterroger les usages, est-ce que finalement la collectivité en a besoin? Et si finalement, à l'issue de ce schéma, on se rend compte qu'il y a un besoin de logement dans la collectivité, à ce moment-là, elle pourrait très bien aller voir Ecopolis pour se faire accompagner pour faire en sorte que leur projet soit le plus durable possible, c'est-à-dire interroger l'eau, interroger les matériaux, est-ce que ce sont des matériaux biosourcés qui vont être utilisés, des matériaux de réemploi, interroger l'économie sociale et solidaire, et il y a toute une palette comme ça de choses qu'on pourrait réinterroger pour finalement faire en sorte que la réhabilitation soit bien faite et soit globale. Donc, effectivement, il y a des outils. Il y a des outils aussi pour, par exemple, répondre aux décrets tertiaires. Je pense au contrat de performance énergétique qui permet à une collectivité ou à du tertiaire ou à du logement d'avoir vraiment un objectif de gain fixé et d'avoir un contrat unique qui va leur permettre finalement au bout de tant d'années d'avoir ce résultat et ce gain. Même à l'échelon local, il y a une volonté politique d'y aller. Vous pensez, on regarde peut-être des études, vous croisez alors, c'est très contrasté. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent y aller et qui ne savent pas comment faire. Il y en a d'autres qui se font conseiller, mais même au résultat de l'étude, comme ça peut interpréter, sont complètement perdus. Et il y en a qui se disent à quoi ça sert d'y aller, ça coûte trop cher et c'est dans trop longtemps. Donc c'est plus une question d'accompagnement. Il y a beaucoup de l'accompagnement, mais effectivement, si elles sont bien conseillées et que finalement elles ont envie d'y aller, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des personnes qui sont là pour vous conseiller une rénovation globale, cohérente et qui répondent vraiment à un besoin sur le territoire. Merci beaucoup. Alors moi, mon obsession, c'est d'être pratico-pratique et de réduire les délais. Il faut absolument réduire les délais. Vous avez des aides aujourd'hui de la ville de Paris, des aides de la métropole du Grand Paris aux études. Or, ces aides sont inscrites par les ALEC. Parce qu'on a parlé, si on parle sur les ALEC, c'est pas grave, les ALEC font un travail, on a des gens qui sont très investis. Il y a toutefois des manques de moyens. Moi, j'ai une opération qui a démarré aux 5 mois uniquement, parce que j'attendais un retour d'une ALEC pour le financement des études. Et on ne peut pas démarrer tant qu'on n'a pas le retour de la ville de Paris ou de la métropole du Grand Paris pour pas les nommer pour démarrer ces études. Donc, dès le départ, on a un problème de délai. Ensuite, j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est important, et si la Banque des territoires s'intéresse au financement de la rénovation énergétique, tant mieux, mais il faut qu'on ait une offre de financement plus importante pour réduire là également les délais, parce que sinon, on n'y arrivera pas. On épuise les syndics, on épuise les copropriétaires, on épuise les entreprises, que les entreprises, elles ne garantissent pas les prix pendant un an ou un an et demi, le temps de trouver le financement avec l'inflation.
Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus dans les prochains mois pour réussir à faire de la rénovation énergétique. Juste pour revenir sur ce que disait Christophe, je pense qu'il faut faire de la rénovation globale. Hein. Il ne faut pas faire par petits bouts, parce que quand on le fait par petits bouts, on prend encore plus de temps. Déjà, vous avez compris, c'est très très long. Et que le risque de faire par petits bouts, c'est que les copropriétaires épuisés ne fassent pas la ventilation qu'il fallait faire parce que vous avez isolé les logements. Donc, la rénovation globale est extrêmement importante. Euh, et puis étaler le reste à charge pour une période la plus longue possible. Aujourd'hui, les copropriétaires à taux zéro, c'est jusqu'à 20 ans. Ça permet quand même d'avoir des mensualités qui sont plus faibles. Et ça, c'est quand même, ça va dans le bon sens. Avant, c'était 15. Aujourd'hui, c'est 20 ans. Et puis, je termine là-dessus parce que j'ai oublié de leur parler. Île-de-France Énergie va fusionner avec Île-de-France Investissement Territoire. C'est le partenaire des assises du Grand Paris à la fin du premier semestre, donc pour continuer la rénovation énergétique en copropriété et s'orienter vers le tertiaire. Île-de-France Investissement Territoire, une seule foncière dont l'actionnaire est la région de France. Je profite pour le dire, je l'ai oublié de le dire en intro. Monsieur Sapin. Deux points. Premier point, on a parlé de la rénovation par geste. Sachez une chose, quand on a voulu mettre en place ma prime Rénov' on demandait d'arriver à un gain énergétique de 35%. Dans les immeubles parisiens et métropolitains, globalement, c'est pour certains impossible. Et ça, il faut s'adapter en fonction du territoire. Vous pouvez à un certain moment faire des gains de 20, 25, 30, voire 15, mais bien évidemment, la question se pose, et on a le résultat aujourd'hui, cette globale n'a pas marché. Elle n'a pas marché parce que peut-être que l'objectif était trop important au départ, sans les financements, sans les aides, ou parce que les gens ont besoin de plus de temps pour l'accepter, pour le mettre en œuvre. Une chose est claire, c'est que la ville de Paris a modifié les choses. Dans le plan Éco-Réno en plus, oui, on démarre avec 15% d'aide, 15% de gain énergétique pour obtenir les aides. Et ensuite, c'est progressif. 20, 25, 30, 35. S'adapter au territoire ou au bâtiment? S'adapter au bâtiment. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un bâtiment comme celui où on est aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes travaux que dans un bâtiment des années 70. Et dans lequel, effectivement, en global, vous allez effectivement y arriver plus facilement avec un vrai résultat. Dans un immeuble pierre de taille, vous allez vous adapter sur la contrefaçade, sur la partie du double vitrage, sur la partie du chauffage, sur la partie de la ventilation. C'est déjà beaucoup de choses, oui, mais c'est pas toujours facile. Une chose est claire, c'est le financement qui est le plus important aujourd'hui. Si on veut arriver à cette rénovation globale dont on a tous besoin, que ce soit confort d'hiver comme confort d'été, parce qu'il faut prendre en compte les deux, c'est du global, et du global, ça veut dire que c'est le financement. La banque que nous demandons n'est pas besoin d'être une banque avec des guichets dans toutes les régions. C'est une banque en ligne. Elles existent déjà depuis très longtemps dans de nombreuses filiales bancaires. Il faut créer cette banque en ligne très rapidement pour financer cette rénovation énergétique, que ce soit des logements ou du tertiaire. Merci, monsieur Sapin. Monsieur Fontaine, je ne sais pas si vous avez quelque chose. On n'a plus que quelques minutes. Je suis vraiment désolée, comme je vous avais déjà annoncé vos. Très vite, d'abord, faire 30, 40%, c'est possible partout. Partout. Je ne veux pas qu'on dise que ce n'est pas possible techniquement. C'est purement une question financière. Moi, j'ai fait une proposition pour rénover l'ensemble de la mairie de Paris, l'hôtel de ville et les bâtiments annexes. Pas d'une mission que m'avait confiée la maire. Et on a montré que c'était possible. C'est pourtant classé, monument historique. Donc, c'est techniquement possible. Ça coûte assez cher. C'est vrai. Premier point. Deuxième point, il manque aujourd'hui un deuxième élément de question de financement. C'est un réel service public de la donnée énergétique qui nous permette de passer une stratégie de guichet où on attend le client, une stratégie plus offensive pour aller chercher les bonnes copropriétés, celles qui ont plus intérêt à rénover, parce qu'effectivement, le gain potentiel est le plus important. Et ça manque complètement aujourd'hui aussi. C'est ce qu'on est en train de mettre en place dans la métropole. Merci beaucoup. Une minute. Oui. Le sujet clé de mon point de vue, c'est le systémique. Hein. Quand on rénove, il y a aussi des anomalies autour du voisin. Et on devrait pouvoir aussi rémunérer peut-être un propriétaire qui fait des travaux sur son bâtiment qui bénéficie au quartier. Donc il y a cette logique aussi, on est dans un système, on doit être connaisseur des technologies existantes. Beaucoup d'innovations font que
tous ne connaissent pas les bonnes technologies. Hein, et donc, les avancées locales de l'énergie et du climat sont très précieuses parce qu'elles aident les décideurs à connaître les technologies, les bureaux d'études avec les technologies. Et puis, après, derrière les technologies, il y a la partie compétences, hein, même si c'est pas un sujet de cœur, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui sachent mettre en œuvre. Et en fait, on a confiance aussi. Qui sachent étudier, et puis qui sachent faire les travaux. Donc là, il y a souvent une vraie difficulté à recruter en Ile-de-France, hein, par manque de compétences. C'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Les métiers de transition écologique ne sont pas totalement maîtrisés. Écoutez, merci infiniment en tout cas. Donc, on a du pain sur la planche, si je peux me permettre.